Monsieur le directeur général, bonsoir. Vos premiers mots à l'occasion de cette grande première des rendez-vous de l'École nationale d'administration. Je voudrais déjà remercier le service de la communication et des relations publiques de l'École nationale d'administration qui a pris sur lui la responsabilité d'organiser cet entretien. Cela va dans le sens de ses missions, de faire en sorte à vulgariser les activités de l'ENA, mais également à assurer la visibilité de notre institution. Avant d'aller plus loin dans tout ce que nous aurons à faire, je voudrais remercier l'ensemble des membres du comité de direction, Madame le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les sous-directeurs, parce que c'est avec eux que sur les 12 mois de l'année, nous avons travaillé d'arrache-pied en continu pour arriver au résultat que nous aurons aujourd'hui l'honneur de présenter. C'est donc en leur nom aussi que je vais présenter tous ces éléments. Et enfin, je voudrais également dire toute ma gratitude à Madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et avec elle l'ensemble de son cabinet, pour le soutien permanent, mais également les appuis constants à la conduite de nos activités, aussi pour tout ce qu'elle nous a apporté comme conseil avisé et orientation qui nous permettent aujourd'hui de finir l'année avec beaucoup de réussite. Je souhaiterais également que cette activité soit une opportunité, aussi bien pour nous que pour nos internautes et tous ceux qui suivent les activités de l'ENA, de partager ces moments, ces activités, ce bilan, mais également de nous enrichir de leurs préoccupations et de leurs suggestions. Merci. Merci, Monsieur le directeur général. Je voudrais préciser que cette émission est diffusée en direct sur la page Facebook de l'École nationale d'administration. Alors, Monsieur le directeur général, l'ENA connaît depuis votre arrivée d'importantes réformes destinées à la rendre plus efficace et plus performante. Pouvez-vous nous présenter ces réformes? Disons qu'avant notre arrivée, l'ENA déjà mettait en place des réformes. Ce que nous avons fait, c'est peut-être les accélérer et de leur donner une autre dimension. Toute institution, pour vivre, se réforme, se transforme, s'ajuste pour continuer à vivre, pour continuer à aller plus loin. L'ambition du gouvernement de faire de l'administration publique le catalyseur du développement économique et social de notre pays impose aux services publics de se transformer qualitativement. Et dans cette transformation et dans la vision du chef de l'État, l'ENA entend assumer sa part de responsabilité. C'est pour cela que notre engagement est de faire en sorte que l'ENA soit un pôle d'excellence au cœur de la transformation du service public, mais au cœur surtout de la transformation de l'action publique. Donc l'ensemble des activités de réforme que nous mettons en place entrent effectivement dans cette logique de donner les moyens à l'ENA d'être dans un premier temps un pôle d'excellence et dans un second temps s'inscrire au cœur de la transformation de l'action publique. Notre mission, c'est de former l'élite de l'administration, de former les cadres de l'administration qui vont assumer les responsabilités d'animation, de transformation et de performance de l'administration. De ce point de vue donc, les réformes que nous avons amenées portent sur la gouvernance, mais également sur la formation et toutes les activités connexes. C'est pour cela qu'au niveau de la gouvernance, vous allez noter que l'ENA a subi une transformation structurelle, mais une transformation également politique, parce que à ces missions traditionnelles ont été ajoutées des missions nouvelles. Celle notamment de développer des formations qualifiantes, diplômantes. Celle aussi de conduire la recherche et l'ingénierie du service public. Mais celle aussi de s'inscrire dans la logique managériale de la qualité. Donc, ce sont des réformes qui sont imposées parce que l'ENA veut se hisser au diapason des ENA qui sont certifiés, des ENA qui sont reconnus comme tels, comme l'ENA Québec par exemple. De ce point de vue, ces réformes étaient essentielles pour permettre à l'ENA de disposer des moyens de conduire son action. Mais à côté de ces réformes structurelles, il y a eu également des réformes institutionnelles. Des textes nouveaux ont été pris qui ont encadré certaines activités, mais également des politiques ont été définies et validées en interne, notamment la politique de recherche,
la politique de la qualité qui ont été validées et qui vont être mises en œuvre pour renforcer notre volonté d'être un pôle d'excellence. Il y a eu également des réformes sur la formation. Sur la formation, notamment le réajustement du tronc commun, qui à l'époque était juste une porte d'entrée à l'ENA et qui n'avait pas d'impact réel sur la suite de la formation des élèves. Aujourd'hui, nous avons fait en sorte que le tronc commun soit une étape importante dans la formation et dans la qualification des élèves. De sorte que c'est à partir du tronc commun que se détermine l'orientation en filière. Ça, c'est déjà une première réforme. La seconde réforme, c'est le réajustement des modules de formation, en liaison avec les administrations concernées par nos activités. Et là aussi, en réajustant, notre ambition, c'est de faire en sorte qu'on aille à l'essentiel et que cette formation-là cesse d'être totalement théorique et de consacrer 40% à la théorie, je dirais même 20% à la théorie, 20% à la recherche par les élèves eux-mêmes et 60% en pratique. Donc, il y a eu ces réformes-là au niveau de l'administration. Il y a également une autre réforme qui est en cours et qui va se réaliser. C'est le fait d'avoir mis en place un conseil scientifique et pédagogique qui désormais validera les candidatures de formateurs et donnera donc onction à toutes les personnes qui sont censées assurer la formation à l'École nationale d'administration. Cela nous permettra de faire le tri de tous ceux qui viennent à la formation et de retenir les meilleurs. Il y a également une autre réforme qui est connexe à la formation, c'est celle portant sur les vacations horaires des cours. Aujourd'hui, avec l'appui du conseil de gestion de l'école, il a été validé le principe d'améliorer ces vacations en attendant que l'arrêté interministériel soit visé dans ce sens. Il y a eu aussi des réformes sur le concours notamment. L'ambition de Madame le ministre d'État était de faire en sorte qu'il y ait moins de bruit sur les concours et que conséquemment nos concours se déroulent sur le triptyque célérité, équité et transparence. Dans ces conditions, vous avez noté que depuis l'année dernière, les cours en ligne ont été institués en lieu et place des cours en présentiel pour assurer l'équité l'accès équitable de tous les jeunes Ivoiriens à la formation préparatoire au concours d'entrée à l'ENA. Mais cela a permis également d'éliminer la proximité qui quelquefois alimente le marchandage et tout ce que vous savez comme volonté de tripatouillage ou de tricherie. L'autre élément, c'est aussi le fait que pour assurer l'équité, le concours, notamment dans sa phase de présélection, s'est redéployé à l'intérieur du pays. Donc on ne compose plus qu'à l'ENA. En 2023, nous avons ouvert Yamoussoukro et Daloa et en 2024, nous avons ouvert à Bangourou. Yamoussoukro pour rassembler tous les candidats qui viennent du nord et du centre, Daloa pour tous ceux qui viennent de l'ouest et du centre-ouest et à Bangourou pour tous ceux qui viennent de l'est et du centre-est. C'est donc un ensemble de réformes, on ne pourra pas toutes les énumérer ici, mais c'est un ensemble de réformes qui ont été mises en place pour nous permettre d'assurer au fur et à mesure notre engagement de faire de l'ENA un pôle d'excellence au cœur de la transformation de l'action publique. Faire de l'ENA un pôle d'excellence au cœur de la transformation de l'action publique. Alors j'ai envie de vous demander, Monsieur le Directeur Général, quel bilan faites-vous de la mise en œuvre de ces réformes? Au jour d'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ces réformes, bien qu'elles soient à peine mises en œuvre, pour nous, apportent satisfaction. Parce que si je prends la réforme qui nous permet d'adopter la politique de la qualité, elle nous donne l'opportunité, d'ici 2026, d'engager tous nos processus vers la certification. ISO 2001, version 2015, 2009, ISO 2009, version 2015. C'est déjà un engagement. En ayant décidé de cette politique, nous mobilisons l'ensemble de nos ressources, l'ensemble de nos activités pour aller vers une certification d'ici 2 ans. C'est déjà quelque chose de pertinent. En ayant développé la politique de la recherche, cela nous permet de mettre en œuvre cette ambition de la recherche dès l'année prochaine. La réforme importante est l'institution du tronc commun qui marque une étape importante avant le choix des filières. Qu'est-ce qui a motivé l'institution de cette réforme? Disons simplement que le moment vient où on leur parlera, pour l'heure qu'ils savourent le temps de leur réussite,
Mais dès le 6 janvier, ils doivent se disposer à commencer les activités à l'ENA. Même un peu avant, entre les fêtes de Noël et de fin d'année, ils auront la visite médicale. Et juste à partir du 6 janvier, et ce jusqu'à la fin du mois de mars, ils auront le parcours à la formation au civisme et au savoir-vivre qui va se dérouler à la fois à la gendarmerie et à l'École nationale d'administration. Et début mars, ils feront leur rentrée solennelle, naturellement, conformément à l'agenda de Madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Et à partir de ce moment-là, ils seront suffisamment informés sur le tronc commun, sur les modalités de leur formation, sur leur part de responsabilité dans cette formation, sur les questions liées à la discipline et à la dignité au sein de l'établissement. Et à partir de ce moment-là, nul n'en ignorera. Et alors, nous commencerons la formation. Monsieur le directeur général, la formation en spécialité a débuté pour tous les cycles. Et à cette occasion, vous avez annoncé dernièrement que l'accent serait mis sur la pratique. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, parce que la deuxième étape de la formation en filière, est une formation de spécialisation. Donc, notre ambition d'agir sur l'action, la transformation de l'action publique, passe également par la maîtrise des procédures, la maîtrise des mécanismes et des outils de gestion dans chaque administration. Alors, nous n'allons pas encore continuer à faire l'acquisition de ces maîtrises, de ces procédures, de ces compétences-là par la théorie. C'est pour cela que pour la spécialisation, nous avons adopté l'approche d'objectifs par compétence. Or, on ne peut aborder l'approche des objectifs par compétence que si se déploie un ensemble d'activités, d'acquisition et de professionnaliser nos élèves à leur sortie. L'ENA n'est pas une université. L'ENA est une école d'application. À partir de ce moment-là, à l'ENA, de l'ENA, l'élève qui sort diplômé doit être immédiatement opérationnel dans un service administratif dédié. De sorte que notre obligation, c'est de faire en sorte que, au moment où il doit sortir de l'école, après le tronc commun, la spécialisation et le stage d'application, il soit outillé pour conduire les tâches qu'on lui confiera en administration. Monsieur le directeur général, sous votre direction, l'on voit de plus en plus l'ENA s'engager avec des partenaires publics et privés. À quoi répond cette nouvelle orientation? Aujourd'hui, la gouvernance de notre pays nous montre que l'administration ne peut tourner, évoluer en vase clos et le privé en vase clos. C'est dans une sorte d'alchimie où privé et public collaborent, développent des processus ensemble que se construit le développement. C'est pour cela que depuis longtemps déjà, les partenariats publics-privés sont un instrument déployé pour accompagner le développement, étant entendu que c'est le privé qui crée la richesse et qui crée l'emploi. L'administration devra jouer le rôle de facilitateur à l'action du privé et favoriser donc les investissements qui, eux, devraient produire de la richesse et produire des emplois. De ce point de vue, aujourd'hui, vous remarquerez que l'administration ne fonctionne plus dans sa dimension traditionnelle et que progressivement, elle fait sa mutation pour intégrer les pratiques du privé et pouvoir améliorer le dialogue avec le privé. L'administration ne parlait pas de processus qualité. Aujourd'hui, les processus qualité sont partout en déploiement dans toutes les administrations. Alors, au sein de l'ENA, nous avons estimé également que nous devons contribuer à décloisonner la relation entre le privé et le public. C'est l'une des raisons qui motive donc ces partenariats que nous établissons. Mais en même temps, ce ne sont pas des partenariats creux. Pour l'heure, nous avons des partenariats avec des universités publiques, mais également des universités privées et des écoles nationales d'administration dans le domaine public. Mais nous avons également des partenariats avec des banques. Ces partenariats prennent tout leur sens dans notre souci de nous voir accompagnés par les établissements financiers. Par exemple, notre partenariat avec la NCA Bank répondait au souci de faire en sorte que,
nos élèves, en attendant de recevoir leur bourse, ne soient pas dans une misère incroyable et qu'ils aient la possibilité de pouvoir se prendre en charge en attendant, par le fait de leur compte à la BNI, à la NCA Bank, qui puisse leur reverser par avance des ressources pour leur permettre d'assurer avec performance leur formation à l'école. Avec la BNI, nous avons travaillé à ce que la BNI nous accompagne dans notre volonté de digitaliser la formation à l'École nationale d'administration. De sorte que la BNI nous a aidés à améliorer nos lignes. Donc, il s'agit maintenant pour nous de travailler avec toutes ces institutions-là pour arriver à l'acquisition d'un serveur suffisamment performant qui nous permet donc de déployer tous nos éléments de formation. Donc, les partenariats que nous tissons avec les partenaires privés visent à la fois le double objectif de décloisonner, mais également de les amener à accompagner l'ENA à former. Parce qu'un fonctionnaire bien formé, qui leur facilite leur investissement et donc qui facilite les revenus de leurs capitaux, leur est rentable par rapport à un fonctionnaire moins mal formé qui est tatillon et les retarde dans leurs investissements. Donc, ils ont aussi intérêt à nous accompagner et c'est le message que nous leur partageons. Merci. Monsieur le directeur général, l'on vous a vu récemment à Clermont-Ferrand en France, à Tunis, à Accra au Ghana pour ne citer que ces destinations. L'ENA a-t-elle décidé de s'internationaliser? L'ENA a décidé de ne pas vivre en vase clos. L'ENA a décidé de ne pas être dans un oasis d'autosuffisance qui n'est pas pertinent pour son développement. Il est bon de se frotter aux autres pour évaluer ses propres capacités, mais évaluer surtout ses limites et pouvoir partager les bonnes pratiques développées et déployées par les autres. C'est pour cela que notre ambition est de renforcer notre partenariat régional, mais également notre partenariat international. Aujourd'hui, nous sommes en train de finaliser avec l'ENAP du Québec, de sorte qu'au lieu d'envoyer 2 ou 3 de nos agents, de nos formateurs à l'ENAP pour développer la maîtrise des études de cas, des cas pratiques, mais également d'autres modalités de formation, dans le cas de ce partenariat, c'est l'ENAP Québec qui nous enverra 1 ou 2 formateurs pour former l'ensemble de nos formateurs ici à ces pratiques-là. C'est un gain inestimable. Ce partenariat avec l'ENAP du Québec devrait également renforcer nos capacités de recherche, de sorte que les produits d'autres recherches ici puissent être valorisés et partagés un peu partout. C'est ça aussi qui fait la pertinence de la recherche. Avec la FERDI, par exemple, vous avez vu que le partenariat qui a été conclu avec eux a permis aux meilleurs de nos élèves d'avoir un séjour de renforcement des capacités d'1 semaine à Clermont-Ferrand, tout frais payé. Ça ne s'est jamais fait. C'était important que cela soit. Avec l'ENA du Sénégal, nous avions conclu de faire ensemble le colloque parce que la mutualisation des moyens et des intelligences est essentielle à l'éclosion de nos institutions. Malheureusement, les contingences politiques de l'heure n'ont pas permis à nos homologues du Sénégal de s'associer à nous pour le colloque et nous avons pu le faire. Avec le Ghana, notre ambition est claire. Au lieu d'avoir les 20 heures, 15 heures de cours d'anglais ici, où on apprend la conjugaison anglaise, nos élèves ne sont pas performants en la matière. Nous avons souhaité donc avoir un partenariat avec l'Institut international de langue du Ghana, qui est spécialisé dans la formation sur 8 langues, de nous accompagner sur le processus pour que nos élèves de certaines filières qui ont des besoins en cette matière-là puissent être effectivement formés. Et je pense que le gouvernement a bien compris notre ambition, de sorte que l'arrêté interministériel concernant cet aspect a été validé et signé. De sorte aussi que le ministre des Finances et du Budget a insisté pour que les impôts soient intégrés. De sorte aussi que depuis quelque temps, la Direction générale des affaires maritimes et portuaires nous incite à les associer également à cela. Donc, c'est dire que c'est pertinent et donc que ces partenariats que nous concluons visent vraiment à nous aider
à atteindre les objectifs que nous sommes assignés et à réaliser l'ambition qu'est la nôtre de faire de notre école un pôle d'excellence. Merci, Monsieur le Directeur Général. Faire de notre école un pôle d'excellence. Et je voudrais que nous puissions revenir sur la question du recrutement, c'est-à-dire des concours. Mais avant, nous allons donc regarder cet élément. Vraiment, c'est un rêve qui vient de se réaliser. Un rêve qui date depuis vraiment une dizaine d'années, vraiment. On nous a tout dit sur les procédures d'entrée à l'ENA. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce que les jeunes n'ont pas raconté? Et aujourd'hui, avec le travail, 1 an d'acharnement, 1 an de sacrifice, 1 an de privation, aujourd'hui ça a payé. Je n'ai même pas de mots, je ne sais même pas comment exprimer ma joie. Je ne sais même pas comment exprimer ma joie. Ça aurait été au bac, peut-être je serais en train de sautiller par là, mais je ne sais même pas quoi dire. C'est le travail et la constance. Le travail et la constance, surtout la foi en Dieu. Parce que tu peux connaître tout, mais tant que Dieu n'a pas mis son cachet, ce n'est pas possible. Pour ceux qui veulent le présenter pour l'année prochaine, c'est de croire vraiment à ce concours-là, ne pas penser à quelques raccourcis que ce soit, mais travailler vraiment et vous verrez que ça va payer. Et puis à ceux qui n'ont pas eu cette année, vraiment je crois et je prie du profond de mon cœur, j'espère qu'ils seront ici l'année prochaine avec le sourire comme moi. Ça fait 16 ans maintenant, depuis 2008 que nous passons ce concours. Enfin cette année nous sommes admis et nous voulons dire aux uns et aux autres que c'est un concours qui est très sérieux et que vraiment à force de forcer, le résultat sera toujours là. Et c'est une grande joie, il y a beaucoup de prières et on en est arrivé et le résultat est là. La différence c'est l'acharnement au travail, la rigueur, à force d'étudier, à force d'essayer le concours, on voit les erreurs, ce qu'on a manqué l'année dernière, l'année qui suit on rattrape au fur et à mesure et c'est ainsi qu'on finit par s'en sortir. Merci Seigneur, merci beaucoup parce que je ne sais pas ce qu'on dit encore. Vraiment que je suis vraiment bien prié Dieu, ça fait 4 fois, c'est ma 4e fois. Vraiment Dieu a eu pitié de moi, vraiment je remercie Dieu, à lui seul la gloire, Le reste là, il va faire. Seigneur, si je vous racontais 3 ans de souffrance, non c'est incroyable, je ne peux rien dire. Vraiment c'est la joie, on peut dire seulement merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ça fait ma 6e année que je passe ce concours-là et après tant de préparation, j'ai pris toute cette année pour préparer ce concours-là, vraiment je suis vraiment ému. Je ne sais pas comment exprimer ma joie, c'est que dire merci à Dieu, merci à mes parents et merci à toutes les nouvelles réformes qui ont été prises par le DG, ce qui va nous permettre aujourd'hui de pouvoir vraiment rentrer dans cette école avec honneur. Non, c'est avec un réel plaisir qu'on annonce qu'elle a réussi à rentrer à l'ENA sans payer 5 francs, avec sa tête, la bosse et la confiance en Allah. Tout, on ne peut pas dormir. On ne peut pas chercher quelque chose qu'on a dormi comment. Vraiment merci. Merci à Madame la ministre, merci au directeur général. Tout ce qu'ils ont dit, c'est réel. On peut bosser pour rentrer à l'ENA, c'est super. J'aime même pas les mots parce que depuis, j'arrive même pas à parler pratiquement. C'est tout à l'heure qu'ils sont arrivés. Vraiment, j'ai pas les mots. Juste merci, c'est tout. J'ai vraiment pas les mots pour tout dire. C'est que de l'émotion. Le 19 novembre 2024, les résultats des concours directs d'entrée en 2025 ont été publiés, mettant ainsi un terme à la session 2024 des concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Quelles sont les prochaines étapes pour les candidats déclarés admis? Je pense que nous en avions déjà parlé. Les candidats déclarés admis, comme je l'ai dit il y a quelques instants, prennent le temps de savourer leur réussite jusqu'à la fin de cette année. Ils auront donc, entre les 2 fêtes, l'occasion de venir faire leur visite médicale, qui est essentielle. Et à partir du 6 janvier, la 2e étape consistera donc à leur parcours à la gendarmerie nationale pour la formation au civisme et au savoir-vivre.
Et donc cela, par morceaux, par groupe et par filière, par cycle, cette formation se fera au sein de l'École nationale de la gendarmerie. Et à partir de la fin février, ils se prépareront donc à la rentrée solennelle début mars à l'École nationale d'administration. Et c'est à partir de ce moment-là que leur prise en main et leur formation vont effectivement démarrer. Monsieur le directeur général, un mot sur les principales réformes adoptées et mises en œuvre au niveau des concours d'entrée à l'ENA. Disons que depuis 2 années, sur l'instigation de Madame le ministre d'État, l'ambition est de faire en sorte que l'équité dans l'organisation des concours et dans la participation aux concours soit respectée, mais également que la facilitation d'accès des populations à ces concours-là soit une réalité. C'est pour cela que, pour tenir compte de la décision du gouvernement de faire de 2023, 2024 et 2025 l'année de la jeunesse, nous a amené, sur décision de Madame le ministre d'État, de relever l'âge limite de candidature de 2 années. Cela s'est réalisé cette année et se poursuivra certainement l'année prochaine, en 2025. L'autre élément important, toujours pour les concours directs, c'est le fait aussi de déployer la phase de présélection à l'intérieur du pays. Ça, nous en avons déjà parlé. Et puis l'autre réforme qui les concerne aussi, c'est le fait qu'au niveau du cycle moyen des concours directs, nous avons transformé les 2 matières de composition que sont l'histoire et la géographie en une seule matière, c'est celle de la connaissance du monde contemporain qui se fait sous la forme de QCM. Le dernier élément concernant les concours directs, c'est aussi le fait que, au niveau de la phase de présélection, c'est sur une copie unique que les compositions se sont réalisées et ont eu la correction assistée par ordinateur. En ce qui concerne les concours professionnels, ce qu'on peut relever comme réforme, c'est aussi le fait que, alors qu'à l'initial, c'est une ancienneté minimum de 5 années pour compter du 1er janvier de l'année du concours qui était de mise, la réforme a consisté à ramener cela à 3 années d'ancienneté professionnelle pour compter du 5 janvier de l'année du concours. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est aussi le fait que nous avons permis que les candidats au concours professionnel puissent s'inscrire en ligne et faire effectivement leur parcours, et c'est seulement après la phase d'admissibilité que les vérifications des diplômes et autres se réalisent. Donc ce sont des éléments qui ont été mis en œuvre pour tenter de faciliter l'accès de tous les jeunes Ivoiriens au concours, mais surtout pour tenter de créer moins de difficultés et de favoriser la participation à ces concours-là. Voici pour l'heure quelques éléments que je peux énumérer. Il y en a certainement d'autres que j'oublie, mais principalement, ce sont ces réformes-là. Merci, Monsieur le Directeur Général. Je voudrais que nous puissions revenir sur l'une des réformes majeures de cette année 2024, qui est l'institution du master professionnel en gouvernance des politiques publiques. Les cours de ce master professionnel ont effectivement débuté, comme le montre cet élément que nous vous proposons avant de poursuivre. Avec le professeur qui a fait une introduction à la politique publique. Alors,
Nous avons trouvé ça vraiment intéressant, c'est notre quotidien, mais repris en cours, c'est beaucoup plus enrichissant. C'est aussi une façon pour nous de maintenir la formation continue, voilà, et apprendre ce que nous ne savons pas toujours ou améliorer ce que nous savons déjà. Nos attentes sont nombreuses. Il est important qu'en tant qu'acteur administratif, professionnel, praticien de l'administration, qu'à tout moment, nous marquions un arrêt à l'effet d'actualiser nos connaissances. Parce que lorsqu'on n'actualise pas nos connaissances, on ne peut pas être toujours efficace à l'effet de nous mettre au service de notre pays. Surtout que cette formation sera sanctionnée par la délivrance des masters professionnels qui va nous servir dans notre parcours. Cette première journée était une introduction générale à la matière, les politiques publiques. Et il s'agissait de faire une introduction, de présenter le cadre historique, le cadrage épistémologique, la réalité de la matière, son évolution, sa contextualisation au niveau de l'Afrique. Je pense que globalement, on a pu atteindre nos objectifs. Et j'ai apprécié également les retours des auditeurs qui se sont déplacés, qui sont venus ce matin pour suivre effectivement ce premier cours de politique publique ici à l'ENA. Oui, un engouement particulier à travers les retours que j'ai eus, des questions qui sont techniques posées. Vous savez, nous sommes en face de praticiens de l'administration publique, d'experts pour certains, qui viennent encore apprendre les théories sur la politique publique, avec qui nous comptons effectivement avoir des échanges intéressants, et nous l'avons eu parce que ce sont des gens qui ont une certaine expérience dans la pratique administrative, et le fait de se frotter à l'académie, aux réflexions académiques et universitaires aiderait effectivement à mieux comprendre l'administration publique et à améliorer les politiques publiques en Côte d'Ivoire. Monsieur le directeur général, comme nous venons de le voir, le master professionnel est une réalité à l'École nationale d'administration. À quoi répond l'institution de ce master? Très bien. C'est d'ailleurs l'une des missions que le gouvernement nous a confiées dans la nouvelle structuration de l'École nationale d'administration, de développer des formations diplômantes. Qu'est-ce qui a motivé le gouvernement pour amener l'ENA à faire des formations diplômantes? Vous noterez qu'il y a déjà quelques années, dans le cadre de la formation continue de haut niveau des fonctionnaires et agents de l'État, l'État a engagé des milliards de francs avec HEC Paris et aujourd'hui avec MDE et le camp PC pour donner de la formation continue de haut niveau aux fonctionnaires et agents de l'État, notamment au cadre supérieur de l'administration. Parce que, semble-t-il, l'ENA était absente de ce créneau-là pour porter cette ambition du gouvernement. Donc le gouvernement, en ramenant dans les attributions de l'École nationale d'administration le déploiement de formations diplômantes, entend amener notre institution à reprendre sa place qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Donc cette ambition de mettre le master professionnel gouvernance et politique publique en place répond à cette ambition du gouvernement. C'est donc pour nous une première d'entrer là où on ne nous attendait pas et de nous montrer à la hauteur de la formation des hauts cadres de l'administration dans des matières spécifiques et techniques essentielles pour la gestion de l'État. Le master professionnel que nous avons mis en place et la thématique autour de laquelle il se déploie répond donc à cette ambition. D'autres masters viendront. Cette année, nous avons sélectionné 60 auditeurs qui font leur formation, qui font leur parcours. Nous avons bon espoir qu'à la sortie de cette première promotion, d'autres promotions seront engagées, mais également que d'autres masters seront ouverts à l'École nationale d'administration. C'est ainsi que l'ENA construit son ambition d'être pôle d'excellence. Mais c'est aussi ainsi que l'ENA entend contribuer au renforcement des capacités des hauts cadres de l'administration pour agir à la transformation de l'action publique.
Merci, Monsieur le Directeur Général. Vous l'avez dit tout à l'heure, des auditeurs ont été sélectionnés. Quels sont ces auditeurs et quels sont les auditeurs concernés par cette première promotion du master? Mais le master professionnel monté et mis en œuvre par l'ENA, en liaison avec l'université Alassane Ouattara de Bouaké, a pour cible les fonctionnaires en responsabilité. Les fonctionnaires qui ont au moins une maîtrise universitaire ou un master universitaire, qui ont au moins 5 années d'ancienneté à un poste de responsabilité et qui entendent performer, qui entendent développer leurs compétences et leurs capacités. C'est ceux-là qui sont concernés. Et sur les 80-90 à peu près que nous avons reçus, dont nous avons reçu les dossiers, après examen par le comité du master, 60 ont été sélectionnés qui donc ont démarré leur formation. Et j'ai bon espoir qu'au terme de cette formation, on aura 60 diplômés. Merci, Monsieur le Directeur Général. Je l'avais dit à l'entame de cette émission que nous sommes diffusés en direct sur la page Facebook et on m'a fait parvenir donc les premières réactions des internautes que je vais donc partager pour apporter donc des éléments de réponse aux préoccupations de ces internautes. Alors le premier d'entre eux voudrait savoir à quand l'ouverture des concours 2026. D'abord, je ne sais pas, je vous laisse noter 2025, parce que c'est la session 2024 qui vient de s'achever. Alors, à quand l'ouverture du concours 2025? Première préoccupation. La seconde, c'est pourquoi la formation au civisme à la gendarmerie? Pourquoi? À quel besoin? Quel est le manque qui est comblé par cette formation au civisme à la gendarmerie? Troisième préoccupation, est-il possible d'ouvrir les concours aux instituteurs? Bon, je ne fais que vous relayer une préoccupation de nos internautes. Est-il possible d'ouvrir cette formation aux instituteurs? Les concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Et la quatrième, donc, de cette première série d'interventions de nos internautes, c'est outre les villes de l'intérieur citées pour accueillir donc les phases de présélection de l'ENA. L'ENA entend-elle étendre donc le nombre de villes à d'autres circonscriptions? Voilà. Donc, c'est donc les premières réactions de nos internautes. Je voudrais, avant de répondre à chacune des questions, remercier ces internautes pour l'attention qu'ils ont accordée à notre activité et pour leur contribution. Alors, chaque année, c'est Madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, qui, au mois d'avril, suivant les besoins de l'administration, autorise par arrêté l'ouverture des concours de la fonction publique, mais également l'ouverture de ceux d'accès à l'ENA. Pour l'heure, je ne peux préjuger la période à laquelle cette décision se prendra, mais nous avons bon espoir que, comme il est de coutume, au mois d'avril prochain, seront lancés les concours 2025, si tant il est que l'État affiche des besoins de recrutement de nouveaux fonctionnaires. Le second demandait pourquoi la formation au civisme. C'est un choix que l'École nationale d'administration a fait. L'École nationale d'administration veut fournir au service public des fonctionnaires disciplinés, professionnels, dignes et vertueux. De ce point de vue, il y a le basique à mettre en place. Et ce basique-là, c'est la discipline. On n'entre pas à l'ENA pour se comporter comme l'on a l'habitude de se comporter au quartier, au village, ou là où on habite, au milieu de ses camarades. Quand on entre à l'ENA, on devient l'État, représentant de l'État. On bénéficie des prérogatives de l'État.
et on agit au nom et pour le compte de l'État. Donc, on n'est plus un quelconque citoyen. On n'est plus un citoyen ordinaire. De cette façon-là, il y a la métamorphose à construire en soi-même et sur soi. Donc, le parcours au civisme à la gendarmerie répond dans une première partie à cette volonté de, pas de formater, mais de remettre dans de nouvelles dispositions l'élève, le candidat qui accède désormais à l'École nationale d'administration. À la gendarmerie, il apprend ce que c'est que l'État. Il apprend ce que c'est que le service à l'État. Il construit en son fort intérieur le serment de servir l'État avec droiture et avec abnégation. C'est à partir de ce moment, lorsque ce parcours a été fait, qu'il prend conscience du nouvel individu qu'il est, qu'il peut commencer alors sa formation à l'École nationale d'administration. C'est cela, simplement l'ambition. Alors, le troisième internaute a demandé s'il était possible d'ouvrir les concours aux instituteurs. Ce n'est pas l'ENA qui décide de cela, c'est le statut général de la fonction publique qui détermine les capacités à accéder à tel ou tel concours. Pour l'heure, l'École nationale d'administration forme aux fonctions et aux emplois administratifs et non aux fonctions et emplois d'enseignement. Les écoles qui forment aux emplois d'enseignement sont l'école normale supérieure et l'Institut pédagogique pour la formation professionnelle et technique. Et puis, les CAFOP. L'ENA n'a donc pas vocation à former des enseignants. De sorte que par nature, il n'est pas pour le moment possible que les concours d'entrée à l'ENA soient ouverts aux instituteurs. Il reste entendu que tout fonctionnaire désireux de faire acte de candidature au concours d'entrée à l'ENA et qui n'est pas dans les emplois administratifs démissionne de son emploi officiellement et fait acte de candidature au concours direct d'accès à l'ENA. Voici ce que je peux répondre sur cette question. Le dernier internaute a demandé si d'autres villes seront ouvertes après Yamoussoukro, Daloa et Abangourou. C'est à l'étude. C'est à l'étude et c'est sur la base de la décision finale de Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, que cela pourrait ou non être réalisé. Voilà. Merci, Monsieur le Directeur Général. Nous avons, c'est vrai que nous sommes diffusés en direct, mais nous avons un public dans cette salle. Alors, s'il y a donc des préoccupations, des questions pour Monsieur le Directeur Général, mise. Alors, et elle demande donc si elle peut faire la visite médicale en France et envoyer l'attestation médicale en janvier. Voilà, c'est tellement qu'elle est résidente dans ce pays et elle se demande si elle peut faire sa visite médicale et nous faire parvenir les résultats. Bien, je pense qu'il convient de dire à notre futur élève que la visite médicale, jusqu'à preuve du contraire, se réalise à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et qu'aucune possibilité n'est offerte de la faire de son propre chef ailleurs et de faire valider par l'ENA. L'ENA a des partenariats en Côte d'Ivoire qui font ces visites médicales et ce sont les résultats fournis par ces partenaires-là qui font foi. Nous n'avons plus de réaction en ligne et nous n'avons plus également de réaction en salle. Je vais donc, Monsieur le Directeur Général, revenir vers vous pour dire que l'année 2024, semble-t-il, est une année de réussite, de succès et sur les différentes réalisations que vous avez évoquées ici. Alors, je voudrais donc vous permettre de faire le bilan, parce que nous sommes au mois de décembre, donc au terme de cette année 2024, faire le bilan des acquis 2024 et puis profiter pour vous projeter en 2025 pour le compte de l'institution dont vous avez la charge. Ce que nous pouvons dire sur ce point-là, du bilan,
c'est que sur la base de la lettre de mission que Madame le ministre d'État a bien voulu nous remettre, nous avons réalisé à près de 88% les activités qui étaient portées à notre charge. Cela est à saluer, certes, parce que ces choses-là ne sont pas faites sans difficulté, mais je voudrais surtout saisir cette opportunité pour dire que c'est avec la solidarité de l'ensemble du comité de direction élargi, mais également avec la contribution de l'ensemble des agents de l'École nationale d'administration, mais aussi des appuis de Madame le ministre d'État et de nos partenaires, que nous avons pu réaliser ces résultats, cet objectif. Il reste entendu qu'au regard des défis que l'ENA a à réaliser, ces réussites ne doivent pas être vues comme la fin. C'est bien au contraire une situation qui devrait nous encourager à continuer parce que de nombreux chantiers restent à ouvrir et à réussir. L'autre élément, c'est aussi que si nous avons pu réaliser ces résultats-là, c'est aussi parce que tous nous étions déterminés à atteindre ces objectifs. Et donc je voudrais continuer à appeler à cette détermination, à consolider cette détermination, cet engagement collectif et solidaire pour que nous puissions réussir à traiter tous les défis qui vont se présenter à nous, notamment l'année prochaine. Cela est essentiel parce que plus la charge est lourde, plus la base est élargie, moins on a de difficultés à relever le défi. Et il nous faudra donc élargir cette base. Je voudrais aussi noter que pour 2025, nous avons le défi de démarrer avec efficacité notre engagement dans le processus de certification de notre institution. C'est le chantier, l'un des chantiers les plus importants pour l'année prochaine. Les processus ont été définis, les pilotes ont été désignés. Il s'agit maintenant de faire en sorte que tous soient bien informés des éléments à mettre en œuvre et que tous s'y engagent fermement pour que nous puissions, au bout des 2 années, y arriver. Le directeur de la qualité m'a fait la confidence que pour lui, à fin février 2026, on devrait boucler. J'ai souhaité parler de 2 années parce que nous n'avons pas connaissance des contingences qu'on aura sur notre parcours et donc, pour être plus optimiste, nous parlons de 2 années. Le deuxième élément essentiel pour nous, c'est de renforcer nos capacités opérationnelles. Parce que nous voulons améliorer la qualité de nos formations. Nous voulons également finaliser la première promotion du master professionnel et certainement en ouvrir d'autres. Nous voulons également qu'au niveau de la recherche, que nous ayons pignon sur rue avec les chercheurs associés, mais également avec d'autres chercheurs qui ont apprécié le colloque et qui souhaitent continuer avec nous. Que ces acquis de 2024 soient renforcés et améliorés et décuplés en 2025. Ça aussi, c'est un autre défi. Nous voulons également continuer à travailler à améliorer les conditions de vie et de travail au sein de l'établissement. Cela va passer par des réhabilitations, par l'acquisition d'équipements, par l'acquisition également d'infrastructures pour nous permettre d'avancer. Là aussi, c'est un autre défi pour 2025. Il y en a d'autres. Les outils de formation qu'il faudra améliorer. Tout cela constitue de grands défis pour nous en 2025 et ce sont les perspectives autour desquelles nous allons travailler avec le même acharnement et avec le même entrain. Voilà ce que je voulais dire sur ces perspectives-là. Merci, Monsieur le Directeur Général. Alors, pour ce premier numéro des rendez-vous de l'ENA, nous sommes au terme de notre rendez-vous. Alors, je me tourne à nouveau vers vous pour votre mot de fin.
En termes de mot de fin, je voudrais remercier le service de la communication et des relations publiques de l'École nationale d'administration qui véritablement prend son envol, travaille à assurer la visibilité. Je voudrais vraiment vous féliciter pour le travail que vous avez réalisé sur toute l'année 2024. Mais en même temps, je voudrais solliciter votre disponibilité, votre mobilisation et votre engagement pour 2025 parce que les défis sont encore plus importants. Je voudrais réitérer tous mes remerciements et toute ma gratitude à l'ensemble des membres du comité de direction, à Madame le secrétaire général, à Mesdames et Messieurs les directeurs, les sous-directeurs, les chefs de service, à l'ensemble du personnel de l'ENA, à Monsieur l'agent comptable, au contrôleur budgétaire, à l'ensemble de la communauté académique de l'ENA, à tous nos partenaires, qui chacun, en ce qui le concerne, a joué sa partition avec sincérité, loyauté et efficacité pour que nous arrivions là où nous sommes. Les défis de 2025 sont importants. Il nous faudra continuer sur notre lancée. Nous allons renforcer les équipes. Nous allons continuer les recrutements, mais les recrutements ciblés. Nous allons faire en sorte d'améliorer nos ressources internes. Nous allons faire en sorte de trouver d'autres partenariats pour continuer à nous aider à améliorer l'environnement de travail et de formation. C'est des défis importants et c'est ensemble seulement que nous pourrons réaliser ces choses-là. Naturellement, nous allons continuer de prier à bénéficier de la grâce du ciel pour être en bonne santé, pour avoir l'inspiration nécessaire, pour avoir les coudées franches pour avancer et remercier surtout Madame le ministre d'État qui n'a jamais manqué de nous accompagner chaque fois que nous avons eu besoin d'elle, chaque fois que cela s'imposait, de nous accompagner de ses conseils avisés et de ses soutiens. Nous restons déterminés à faire en sorte que 2025 soit également une année de succès parce que nous avons confiance en l'ensemble des équipes et nous avons confiance à nos dirigeants qui nous accompagnent. C'est ici que je vais m'arrêter, remercier les internautes qui sont intervenus et dire que l'ENA demeure disponible, ouverte et à leur apporter chaque fois que de besoin les informations nécessaires, l'accompagnement nécessaire et nous restons disponibles à le recevoir s'ils le souhaitent. Merci. Merci, Monsieur le Directeur Général. Mesdames et Messieurs, dans le cadre de ce premier numéro des rendez-vous de l'ENA, j'ai eu l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Narcisse Epieso, Directeur Général de l'École nationale d'administration. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien.